Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo. En fait, j'avais envie de lire des essais et je me suis dit que face caméra, ça me motiverait davantage. Je m'explique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu d'essais, ce que je faisais avant. Et c'est vrai que progressivement, ces derniers mois, j'ai complètement arrêté de lire des essais. Or, c'est un genre littéraire qui me tient énormément à cœur parce qu'il permet de m'enrichir, de comprendre davantage de choses, de découvrir aussi des aspects que je ne connaissais pas. Et j'avais envie d'y retourner. Alors, pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord que j'ai davantage de temps et vous le savez sans doute, mais les essais on met quand même plus de temps à les lire que de la fiction parce que je trouve que c'est souvent plus ardu, plus difficile intellectuellement. Et deuxièmement, ce qui va de pair, j'ai plus de disponibilité mentale pour lire des essais, notamment parce que la période actuelle est beaucoup moins chargée en termes de travail. Donc je me suis fixé deux objectifs qui sont largement conciliables. Il faut savoir que j'ai 12 essais dans ma pile à lire et 8 revues La Déferlante. Ce qui fait en tout quand même 20 livres, 20 revues essais, ce qui est quand même pas mal. Donc j'avais l'embarras du choix et je me suis dit que j'allais lire un livret et une revue. Comme ça, j'allais un petit peu écumer cette palle. Sachant que les revues, je les mets pas dans la palle parce que, je sais pas, je les considère pas totalement comme des livres étrangement. Donc parmi les 12 livres de ma palle en termes d'essais, j'ai choisi de lire Faire justice d'Elsa Dec-Marceau, qui est un livre du coup court, publié à La Fabrique, qui fait 140 pages, où je me suis dit comme ça allait être facile à lire, d'autant plus qu'il est tout petit et je savais que ça allait être plus plaisant pour moi de m'embarquer dans un essai dont je voyais la fin, ce qui fait que les gros essais de ma palle vont encore rester là un petit moment, mais bon, au moins ça va me remettre le pied à l'étrier, ou en tout cas j'espère. Ici c'est un des livres conseillés dans le cadre du challenge 12 livres 12 amis, conseillé donc par Chloé, et ici on va s'interroger sur la justice au sein des mouvements et des groupes militants. En fait, dans ces groupes-là, on a plutôt une optique de ne pas recourir à la police pour gérer les problèmes de violence, mais du coup, on va gérer cette violence en interne, notamment en recréant des rapports de violence, et elle va interroger ça. Je l'ai un petit peu commencé, je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque, et je reviendrai vous faire un petit point quand j'aurai un petit peu plus de matière à vous présenter. Sachez que j'aime vraiment beaucoup pour le moment et que je trouve ça éblouissant intellectuellement et très pertinent, donc hâte de le continuer. Et je vous disais, j'ai 8 revues La Déferlante dans ma palle, donc j'ai sorti le plus ancien non lu, à savoir le numéro 7, Réinventer la famille. Il est plutôt joli et j'ai tellement de retard qu'il date de septembre 2022, donc c'était la fin d'année 2022. Voilà, il y a toujours en fait un thème dans la revue La Déferlante. Ici c'est Inventer la famille, c'est une revue qui se veut féministe, queer, antiraciste, et du coup on a plusieurs personnes qui écrivent dans cette revue, des journalistes récurrents et récurrentes, mais aussi des personnalités. Et donc là on a par exemple Lola Lafont et Vanessa Springora. Il y a des BD, il y a des reportages photos, enfin c'est assez varié en termes de contenu. Voilà, par exemple ici on a une BD, on a des photos, enfin voilà, c'est assez varié, j'aime bien, toujours autour d'un thème. Et là du coup c'est assez vieux quand même en termes de propos politiques. 2022, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais bon, il va falloir que je rattrape mon retard, donc on va faire ça chronologiquement. Et je reviens vers vous quand j'ai avancé cette revue. Je vous retrouve parce que j'ai terminé du coup Faire justice d'Elsa Dec-Marceau et j'ai vraiment bien aimé. Alors pour moi, dans ce livre, il y a deux grandes parties, ou en tout cas une première partie du livre qui est vraiment incroyable et une deuxième partie du livre un petit peu moins, ou en tout cas qui relève plutôt de choses que moi je connaissais et qui m'a un petit peu moins intéressée. Je vais vous résumer dans les grandes lignes de quoi parle cet essai et après je ferai dans le détail. Alors, dans cet ouvrage, dans cet essai, elle cherche à comprendre, à analyser les paradoxes, les contradictions, les tensions qui peuvent
peuvent exister dans ce monde militant de gauche avec des mouvements écologiques, antiracistes, queer, féministes, anticapitalistes, etc. Tout d'abord, la contradiction entre le refus qui peut y exister dans ces mouvements, dans ces collectifs, de recourir à la justice, au système pénal dans son ensemble, à la police, car on le sait, il reproduit ce système, les violences et les rapports de domination de classe, de genre, de race, etc. Cependant, dans leur manière de rendre la justice dans ces collectifs, ils utilisent des moyens qui sont violents et qui reproduisent également des rapports de domination. La deuxième contradiction qu'elle cherche à explorer est plus au niveau des outils selon moi. Autant dans la première contradiction, c'était le rejet total du système. Ici, c'est rejeter les outils qui sont basés sur la violence, l'humiliation, alors même que dans ces mouvements-là, on les utilise pour rendre justice. Et la troisième contradiction, paradoxe, c'est celle des conséquences de l'utilisation de cette violence qui peut recréer des rapports de domination dans ces mouvements plutôt à gauche, qui vont engendrer en fait de nouveaux rapports de domination. Donc c'est ça qu'elle va explorer dans cet essai. Il y a tout un volet où elle revient sur le contexte, les facteurs qui ont permis d'expliquer cette contradiction première ou le refus d'abandonner le recours à la justice pénale et en même temps d'utiliser des moyens violents pour faire justice dans ces groupes. Alors elle explique qu'il y a une parcellisation des luttes où on lutte sur un sujet et non pas une convergence des luttes ou non pas un positionnement politique autour de plusieurs luttes. Il y a le développement de ce que Wendy Brown appelle le moralisme progressiste, qui relève en fait d'une liste d'interdits individuels que l'on s'impose et qu'on impose aux autres, aux groupes. Et du coup, la conséquence est qu'on va se focaliser sur une certaine personne ou des certaines personnes, mais vraiment dans leur individualité, et qui vont incarner en fait tout ce contre quoi on veut lutter. Une deuxième conséquence ou un deuxième facteur qui explique cette contradiction, c'est l'émergence de politiques attentistes, ou en tout cas une volonté politique d'attendre des institutions des réponses à des problèmes donnés, à l'inverse de ce qui serait une politique du conflit, comme on a pu l'avoir notamment avec mai 68. Certains mouvements féministes attendent de l'État qu'il s'empare des problèmes des violences sexistes et sexuelles et les condamne et qu'il y ait une action publique qui soit mise en œuvre et une réponse en tout cas institutionnelle. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on aurait un militantisme qui quitterait la rue pour avoir plutôt un militantisme qui se ferait sur le terrain du langage et du symbole, du symbolisme. Donc il faudrait éduquer les autres, faire de la pédagogie pour pouvoir déconstruire les autres. Et on a donc là une ambivalence entre d'un côté une vision déterminée, déterministe dans une logique matérialiste avec un fort déterminisme social qu'on retrouve notamment en sociologie bourdeusienne, et de l'autre côté une approche plutôt néolibérale où l'individu veut et peut se transformer par lui-même. Et à ça s'ajoute comme facteur explicatif le fait qu'on ait les conflits, les désaccords dans le groupe pour donner une illusion de sécurité, de bienveillance, mais en fait on ne fait pas en faisant ça disparaître le conflit ou les dissensions, on les cache et donc, et là on entrevoit le paradoxe, on donne un rapport de force à la personne qui peut ou au groupe de personnes qui peuvent faire que leur version soit celle entendue et partagée. Et donc tout ça, ça donne un contexte qui est favorable aux pratiques punitives du groupe et donc on a un véritable système punitif qui va se mettre en œuvre dans le groupe et ce système va reproduire des violences de classe, de genre, de race, etc. alors même qu'on veut initialement lutter contre ces violences en ne faisant pas appel au système pénal. Elle explique à plusieurs moments comment cette exclusion, donc une personne a fait un acte répréhensible dans un groupe militant et on va exclure cette personne. Donc à plusieurs moments, elle explique que c'est une vision cathartique, ça va resolidifier le groupe, mais c'est aussi une manière de taire consciemment ou inconsciemment les dissensions dans le groupe et aussi une manière de ne pas s'interroger, de ne pas faire ce travail d'interrogation sur les rapport qui peut exister dans le groupe et voir que le groupe reproduit, parce qu'il est empreint de social, les mêmes logiques de domination qui existent dans le social. Et je trouve cette idée assez intéressante de voir en quoi l'exclusion peut avoir des effets néfastes, négatifs, mais en même temps a une visée de réaffirmer l'identité du groupe. Je vais donner un exemple, mais si une personne minorisée, par exemple une personne queer qui a peu de ressources de soutien familiaux ou professionnels
professionnel se retrouve exclu des groupes de militants et militantes auxquels il ou elle appartenait, et ben il se voit exclu de certaines ressources qui lui sont essentielles pour lui. Et donc là, on va reproduire par exemple une domination de classe. Et donc avec tout ça, elle questionne l'objectif de la sanction. À quoi sert la sanction? Et là, on est vraiment dans la lignée des travaux de Foucault, notamment surveiller ou punir. Et donc elle va questionner autour de cet objet de la sanction des termes qui sont proches mais différents. Notamment la question de la légitime défense versus la vengeance. Et donc la légitime défense, juridiquement, se définit par deux dimensions. Il y a un degré de proportionnalité. Il faut répondre à l'acte avec un acte aussi grave. Et il y a une question de la temporalité. Il faut qu'il y ait une simultanéité de l'acte qui répond à l'acte initial. Elle revient sur les débats que ça pose, notamment dans le cadre des violences sexistes et sexuelles au sein du foyer, dans un couple. Mais là, je vais laisser ce débat-là de côté. Donc, elle n'enlève pas le droit des individus à s'autodéfendre. C'est pas du tout son propos. Mais elle questionne, du coup, l'objectif de la sanction. Parce que si la sanction vise juste à exclure l'individu du groupe, ok, mais dans ce cas-là, on peut retomber sur ce que je disais précédemment, à savoir reproduire des systèmes violents et des rapports de domination, alors même que l'on veut lutter contre ça. Et donc pour elle, ce qui fait la différence entre la vengeance et l'autodéfense, et elle reprend ça aux travaux d'Elsa Dorlin dans Se défendre, c'est la question de l'objectif que l'on met derrière. Dans l'autodéfense, il y a vraiment l'idée de reprendre du pouvoir, de réhumaniser des personnes, et donc de pouvoir se réaffirmer à la fois avec son corps, son langage, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec tout ça, elle va nous donner l'exemple des call-out qui sont un outil qu'on a énormément vu passer et utilisé, notamment avec MeToo et Balance ton porc. Donc qui est le fait de dire publiquement que telle ou telle personne a commis tel ou tel acte. Et donc elle explique que le call-out est très important et très utile dans les affaires où il y a un déséquilibre, une asymétrie très forte entre les personnes victimes et la personne agresseur. Donc elle revient notamment sur l'affaire Baupin dans le parti écologiste, où en fait, quand une asymétrie tellement forte entre les partis que la personne qui est agresseur a des capitaux importants à la fois culturels, sociaux et économiques pour se défendre et qu'il ou elle est protégé par un groupe de pairs aussi puissant, l'usage du call-out public peut avoir un intérêt indéniable. Mais là, elle va plutôt se concentrer sur des cas où il n'y a pas cette asymétrie, ou en tout cas où cette asymétrie n'est pas si fondamentale dans les cas étudiés, où en fait on va avoir un conflit interindividuel entre deux membres d'une même asso ou d'un même groupe militant. Et donc grâce à cet exemple, elle montre qu'on va utiliser le call-out pour plein de problèmes différents, alors que ce soit des choses très graves comme le viol, ou des choses beaucoup moins graves, à savoir une erreur de langage ou une mauvaise utilisation d'un terme. Et donc avec cet exemple, elle montre que là on a un outil qu'on utilise pour un peu tout, et donc se pose la question de la proportionnalité des réponses qu'on apporte en fonction d'une certaine classification des violences que l'on fait. Du coup, elle interroge aussi la question des résultats. Je vous disais, outer quelqu'un, c'est aussi un acte qui peut être violent, qui peut être sujet à des rapports de domination. Alors du coup, elle explique que ça peut être une solution, qu'elle peut s'entendre, mais que très souvent, les groupes n'ont pas mis en œuvre les réponses qu'on aurait pu attendre avant, et c'est ce que je vous disais initialement. En fait, l'exclusion d'un membre du groupe, c'est aussi un moyen pour le groupe de ne pas voir qu'il, en tant qu'entité, n'a pas mis en œuvre les réponses appropriées pour éviter, en fait, pour prévenir ces actes problématiques. Ça rejoint une des contradictions que je mentionnais au début. En fait, avec cet outil, on réutilise des outils propres au système pénal qu'on vise en fait à dénoncer, à savoir l'usage de l'humiliation publique. On va se concentrer du coup uniquement sur la punition et il n'y a pas du tout de volonté de transformer la société, de transformer le groupe et surtout l'individu. Et grâce à tout ça, en fait, et on arrive dans la deuxième partie du livre, elle en appelle à une justice transformatrice. Deux choses avant d'expliquer ce concept. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille du coup d'aller plutôt lire pour avoir plus de contenu théorique ce livre-là, donc de Gwenola Ricordo, Pour elles toutes, Femmes contre la prison, qui est exceptionnel. Là, on a plutôt une militante qui découvre et qui nous raconte son parcours initiatique
dans la justice transformatrice, ce qui est intéressant, mais moins nourrissant intellectuellement, je trouve. Elle parle beaucoup de cas pratiques, ce qui peut être intéressant pour se dire, ok, maintenant qu'on a la théorie et qu'on y adhère, comment on fait concrètement pour la mettre en place. Et je trouve qu'elle a une vision aussi intéressante puisqu'elle va montrer les limites, qui sont aussi des limites en termes de ressources du fait d'un système capitaliste. Si le thème de la justice transformatrice vous intéresse, le film Nous verrons toujours vos visages, je vous remettrai l'affiche, traite de ce sujet de manière très touchante et très juste. Donc la justice transformatrice, qu'est-ce que c'est? C'est un projet éminemment politique, bien sûr. C'est un terme en tout cas qui émerge d'une militante racisée et queer américaine qui s'appelle Ruth Morris, et on pourrait la définir comme toute tentative abolitionniste qui œuvre pour la justice sociale et lutte contre les discriminations en redonnant du pouvoir aux personnes directement touchées par les violences. Donc en fait, plus simplement, la justice transformatrice, elle se base sur deux aspects, qui est premièrement apporter du soin, du soutien à la personne victime de l'acte, ce que notre système judiciaire ne fait absolument pas, et de l'autre côté, ce n'est plus punir l'individu, mais c'est le responsabiliser, lui faire prendre conscience en quoi son acte était répréhensible, qu'il ne doit plus faire ça. Il y a vraiment un processus de responsabilisation et de l'autre un processus de soin, et la victime et ou la personne agresseur peuvent décider de se rencontrer, de discuter, soit directement, soit avec des personnes ayant subi ou commis des actes similaires. Donc voilà pour ce livre, je suis contente de l'avoir lu. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant, la première partie du livre. Je trouve ça très intéressant de mettre le doigt sur des contradictions dans les milieux militants de gauche. Alors elle le dit très bien, ce n'est pas du tout pour tendre le bâton pour se faire battre, notamment par la droite, mais c'est pour s'améliorer, c'est pour continuer de progresser, et rien de mieux que de regarder nos pratiques pour continuer de s'améliorer. Et sinon, j'ai commencé La Déferlante. J'ai lu que les petits articles, donc j'ai pas lu les longs dossiers qu'il y a dedans. Le texte de Tal Madesta, vous savez, j'avais déjà lu de lui Désiré à tout prix, que j'avais bien aimé. C'est sur la sexualité, mais surtout, j'avais beaucoup adoré La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans, que je vous reconseille vraiment vivement. Et donc dedans, Tal Madesta revient sur le privilège, comme c'est un homme trans, de pouvoir se balader dans la rue plus ou moins de manière sécurisée, ce qu'il n'avait pas avant. Et du coup, il revient sur ce privilège de l'homme d'être dans la rue. Donc c'est un thème plutôt classique, notamment la peur des femmes de se balader seules la nuit dans la rue. Donc voilà, c'est des choses très classiques, mais là, ce que j'ai aimé, c'est le côté des émotions qui en ressortent et vraiment de se rendre compte de quelque chose. J'ai trouvé ça très touchant en termes de texte. Et j'ai beaucoup aimé aussi les dessins. Pour une fois que je suis sensible à des dessins. Donc cette BD qui parle de femmes siciliennes dans la mafia dans les années 70-80. Alors elles sont pas partie prenante de la mafia, mais elles sont mères, sœurs, épouses d'hommes mafieux. Et comment elles perpétuent l'omerta qui existe dans ces milieux, alors même qu'elles sont à la fois victimes, ça c'est plutôt bien documenté, mais aussi qu'elles ont des zones d'agentivité dans ce système très patriarcal. Donc voilà, il faut que je lise les dossiers un peu plus longs, mais j'étais un petit peu fatiguée hier soir pour me lancer dans des choses plus ardues. Et puis je sais qu'on va parler de choses pas forcément évidentes émotionnellement. Avant d'aller me coucher, c'était pas la meilleure des solutions. Mais je vous retrouve donc quand j'aurai avancé. Je suis déjà hyper contente d'avoir lu quasiment la moitié de la revue et d'avoir fini un essai. Même s'il était court, c'est déjà pas mal. Bref, je vous dis à très vite quand j'aurai donc terminé La Déferlante. Bonjour, je vous retrouve parce que j'ai terminé du coup la revue La Déferlante, donc le numéro 7, Réinventer la famille. J'ai adoré
l'article de Lola Lafont et de Vanessa Springora. Vraiment, j'ai déjà lu un des livres de Lola Lafont qui était Quand tu écouteras cette chanson, où elle part passer la nuit, et c'est un concept littéraire qu'a mis en place cette maison d'édition. Elle va passer sa nuit dans le musée Anne Frank, où Anne Frank et sa famille ont été reclus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Vanessa Springora, je n'ai pas lu, mais Lola Lafont, son livre Chaviré dont elle parle dans cet entretien, et Le consentement de Vanessa Springora sont dans ma wishlist. J'ai envie de les lire, il faut juste que je passe le cap, mais je sais que ça va être des sujets difficiles, donc c'est pas toujours le bon moment pour les lire. Et en fait, ça va faire le point avec l'aspect positif de ce livre, c'est qu'il y a tellement de références, que ça soit littéraire, en fiction, ou alors littéraire en essai, en ouvrage de vulgarisation, en ouvrage de sociologie, en ouvrage d'histoire, mais aussi des films, des séries, des podcasts, qu'en fait on repart avec une liste d'œuvres littéraires, d'œuvres artistiques à aller écouter et lire qui est incroyable. Et j'aime bien cette idée d'avoir des pistes comme ça si on veut creuser les sujets abordés. Je pense que c'est en lien avec le thème inventer, réinventer la famille. Le dossier principal autour de ce thème, je me suis un petit peu ennuyée, j'ai pas trouvé qu'il était, que les articles étaient si novateurs que ça. Alors je vous disais, c'est peut-être le thème, parce que c'est un thème que j'ai beaucoup abordé, notamment en sociologie, mais aussi dans mes lectures récentes, et aussi parce que le dossier a 2 ans, et qu'en 2 ans, c'est des aspects qu'on a beaucoup peut-être plus entendu. En tout cas, La Déferlante, j'aime bien cette idée de vulgarisation, que ça soit accessible à tous et à toutes, et vraiment avec l'idée que si c'est pas suffisant en termes de contenu, avoir des pistes très facilement abordables et sous différentes formes pour pousser la réflexion un petit peu plus loin. Donc voilà, il m'en reste, vous le voyez ici, quand même pas mal de déferlantes à lire, donc je vais essayer d'en lire un par mois pour écumer le stock, sachant qu'il y en a un tous les trimestres de publier. Donc voilà, essayons de rattraper le rythme et essayer de lire davantage d'essais. L'idée, c'est aussi d'écumer ma palle des essais. Je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup, et donc j'espère que cette vidéo va me remettre le pied à l'étrier. En tout cas, j'espère, parce que j'ai très envie d'aller lire certains livres de ma palle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous lisez beaucoup d'essais, et si oui, lesquels vous ont marqué ou lesquels vous avez envie de lire. La palle déborde, mais pourquoi pas en rajouter. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir soutenu, et à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.